Chers amis, bonjour. Donc, ce que vous venez de voir là, ça s'appelle la cinématique. Donc là, c'est l'exploration, en fait, c'est une démonstration en fait de comment les fréquences sonores, des fréquences sonores spécifiques peuvent organiser des particules. Ça peut se faire avec du sable, comme ça peut se faire avec de l'eau. On va voir apparaître des motifs géométriques, etc. Tout ça. Et c'est des phénomènes qu'on attribue à la manière dont les ondes sonores modifient les vibrations dans un médium donné. Alors ça veut dire quoi, médium? On parle des sons, parce que on a les sons aigus, les sons médiums et les fréquences basses. Donc ça, c'est un exemple de l'influence que peut avoir le son sur la matière ou les organismes vivants, de manière assez significative. Ici, dans le Stanford Report, voilà, on a des informations à ce sujet. Et donc, on voit ici en titre, pour ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller voir. Donc, on voit que les sons qu'on peut avoir dans le monde contiennent une quantité très importante d'informations qui ne sont pas disponibles à travers la vision. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne perçoit pas a priori avec la vue, mais en développant nos capacités, évidemment, on pourra aller à terme beaucoup plus loin. Il y a déjà des personnes qui en synesthésie peuvent voir des couleurs quand ils entendent des sons, etc. Tout ça. Bon, pour ma part, c'est physique, mais ça l'est pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous savez, le truc d'avoir des frissons quand on entend une musique ou une voix, bah voilà, c'est très relatif, ça dépend des personnes, mais après on a des personnes qui ont cette sensibilité-là particulière, et ça c'est une manifestation en tout cas perceptible de ce que ça peut représenter. D'autre part aussi, on peut avoir des effets acoustiques sur les fluides et les solides, donc ça on l'a compris, mais les vibrations sonores peuvent provoquer des changements structurels dans des matériaux, ou plutôt induire des mouvements dans des liquides, par exemple. Donc on va les utiliser dans des technologies comme le nettoyage ultrasonique ou la manipulation de particules fines. Donc quand vous allez par exemple chez le dentiste, alors je sais pas si on utilise encore cette technique, mais quand vous allez chez un dentiste, on va avoir des détartrages aussi qui vont se faire à l'ultrason. Et vous avez des petits appareils pour nettoyer vos bijoux, etc. Pareil, ça va être des ultrasons. Et on les utilise en application dans des lave-vaisselle plutôt industriels. Et ces lave-vaisselle-là, en fait, comportent des émetteurs à ultrasons. Et c'est ce qui permet de vraiment bien nettoyer la vaisselle. Donc, c'est c'est des domaines d'application plutôt industriels et pas forcément domestiques. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir ça. Bon, alors maintenant, on se retrouve avec le MIT, donc c'est le Massachusetts Institute of Technology, donc je pense que c'est la meilleure, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde. Voilà, donc eux aussi font des études et donc on a constaté une chose, c'est que certaines fréquences, en particulier à la hauteur de 40 Hz, pouvaient donc ce qu'on appelle des fréquences de niveau gamma, ces fréquences-là, on a étudié le phénomène qui fait qu'elles peuvent stimuler des fonctions cérébrales. Donc, par exemple, elles ont aidé à préserver la myéline et à réduire l'inflammation chez des modèles d'animaux atteints de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou Alzheimer, par exemple. Et cela illustre une influence potentielle sur la connectivité cérébrale et la réparation neuronale. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, c'est une publication qui date du 13 août 2024, c'est relativement récent, mais aujourd'hui, voilà, on a des applications thérapeutiques réelles qui peuvent tout simplement aider à apporter un meilleur confort à la fois aux patients, mais en même temps aux personnes qui les soignent, qui s'occupent d'elles. Voilà. On a aussi d'autres aspects à ce niveau-là.
c'est les effets thérapeutiques qu'on va avoir sur le stress et la relaxation. Donc ça, c'est bien connu. Et pour avoir largement fréquenté des 136 douleurs, moi, je me souviens d'un épisode où une dame avait sorti un CD pour me faire écouter des trucs. Et alors, je sais plus ce qu'il en était à ce moment-là et je sais pas ce que c'était exactement. Mais dans tous les cas, voilà, forcément, le son ou la musique induit des états, donc soit émotionnels, soit physiques, ou tout ce que vous voudrez, qui vont avoir un lien. Donc certaines fréquences comme les ondes alpha, donc encore plus basses, hein, entre 8 et 14 Hz, vont être associées à des états de relaxation profonde et vont pouvoir réduire notamment l'anxiété. Cette pratique va être utilisée en thérapie sonore ou en méditation guidée. Voilà. Pour ceux qui veulent, c'est un article de Sciences Daily et c'est une étude qui a été réalisée en 2018 à Kyoto, à l'université de Kyoto. Voilà. Voilà, après on a un phénomène bien connu, c'est le ronronnement du chat, hein, qui va s'étendre entre 60 et 140 Hz. Alors, on sait très bien que le chat, quand il ronronne aussi, ça lui permet de réparer, de cicatriser des choses, etc. Voilà. Donc c'est quand même... ça a une utilité pour lui-même, mais ça a aussi une utilité pour nous, parce que nous, ça va nous détendre aussi, ça va nous calmer, ça va nous apaiser. Mais voilà, au-delà de cela, le son aussi peut avoir des influences sur le comportement animal. On va avoir par exemple des fréquences en particulier qui vont attirer ou repousser des insectes, ou bien des rongeurs, etc. Donc il y a des sons qui sont inaudibles pour l'être humain, on va dire, tel qu'il est aujourd'hui, qui vont agir sur ces petits animaux-là. Voilà. Donc en conclusion, hein, les applications potentielles qu'on peut avoir de ces stimulations sonores, hein, on va elles vont être explorées aujourd'hui pour des maladies comme l'autisme ou Alzheimer, mais on va aussi pouvoir contrôler des fluides ou diagnostiquer des choses sur des bases ultrasonores, voilà. Et pour l'optimisation de l'environnement, par exemple, on va pouvoir créer des espaces relaxants ou stimuler des activités spécifiques par le son. Donc ce qu'on avait, hein, pour le MIT, c'était des études qui démontrent, hein, clairement des résultats en matière de traitement des maladies neurodégénératives. Donc les fréquences gamma ont été utilisées pour activer donc les cellules microgliales dans le cerveau, et ces cellules vont être impliquées dans l'élimination des plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer notamment. On va avoir des effets de réduction de l'inflammation, par exemple en exposant les cerveaux de modèles animaux à ces fréquences. Donc les chercheurs ont observé une réduction de l'inflammation et une préservation des connexions neuronales, donc voilà. Et donc ces implications thérapeutiques ouvrent la voie à des traitements non invasifs pour des pathologies de ce type. Voilà. Selon l'université de Kyoto, rapporté par Sciences Daily, donc, il a été révélé que les vibrations affectent l'ADN. Et oui, ces fréquences donc spécifiques peuvent induire des oscillations dans l'ADN, influençant potentiellement la transcription des gènes. Donc en termes d'application biomédicale, hein, cette découverte pourrait être exploitée pour cibler des traitements génétiques ou moduler l'expression des gènes à des fins thérapeutiques. Alors j'ai lu dans un article récent, je crois que c'était dans Sciences et Avenir, des chercheurs japonais ont découvert quel était le gène responsable de la repousse des dents. Donc il semblerait qu'on ait un gène qui soit responsable du fait que nos dents repoussent. Et que, en principe, nos dents sont censées repousser systématiquement, un petit peu comme les ongles et les cheveux, hein. Et que, en fait, y a un gène qui est responsable, en tout cas, de ça. Voilà. Et donc, des recherches vont être lancées, justement, pour pouvoir établir la façon dont on peut réactiver ce gène. Alors, vous imaginez l'immensité des découvertes scientifiques qui nous attendent, et
Avec les travaux de Grigory Grabovoy, on voit comment le lien peut être fait aujourd'hui. Puisque je m'inspire de ces séquences numériques justement pour produire des sons. Donc voilà, on sait que le son peut détruire du verre, par exemple, hein, à certaines fréquences en particulier, on peut détruire. Voilà. Et donc, le son va avoir un effet aussi sur la communication animale, par exemple, sur la biodiversité et le comportement animal, hein, on va avoir des impacts de la pollution sonore sur la biodiversité, puisqu'elle va perturber la communication animale, notamment chez les oiseaux, qui vont modifier leur chant, augmenter leur volume ou changer de fréquence pour pouvoir se faire entendre. Donc c'est une adaptation, hein, qui peut entraîner une vigilance accrue et affecter la reproduction, hein, des oiseaux, évidemment. Donc chez les êtres humains, hein, selon l'Université de Genève, on a des recherches de l'Université de Genève qui ont démontré que le corps humain perçoit les vibrations de manière similaire au son. Cela suggère une interaction étroite entre l'audition et la perception tactile, donc ce qu'on appelle la synesthésie, donc ce que ressentent les musiciens la plupart du temps, ou pas d'ailleurs, mais toute personne qui est sensible à la musique va pouvoir ressentir ça. Bah, là, on a donné un concert mercredi soir, et encore une dame de l'asso qui m'a répété le même truc, je vais pas dire quoi. C'était en rapport avec ce que je faisais, et elle expliquait ressentir physiquement des choses, voilà, en rapport avec ça. Donc c'est des impacts réels qu'on va avoir par rapport à tout cela. Alors les infrasons et l'environnement, hein, c'est simple, hein. Il y a des sons qui vont être inaudibles pour l'oreille humaine, et ça on a déjà évoqué le sujet, et ces sons-là vont quand même avoir des effets tangibles sur l'environnement et les êtres vivants, vous voyez, qui vont jouer donc un rôle majeur dans la communication et la navigation de certaines espèces animales, hein. On pense aux dauphins, on pense aux chauves-souris. D'ailleurs, à ce titre, moi j'ai un ami dans mon entourage, hein, qui travaille dans la protection du vivant. Et quand ils étudient les chauves-souris, qui est une espèce protégée et a priori en voie de disparition, pour pouvoir les dénombrer, les quantifier, eh ben, ils mettent en place des radars pour enregistrer leur voix. Voilà. Et ces petites chauves-souris-là, comme les humains, elles ont une empreinte vocale unique. C'est comme nos empreintes digitales, c'est comme notre iris, etc. A priori, notre voix aurait une empreinte unique. Donc c'est là, quand je vois des chorales entières, je me dis, mais c'est fou, c'est l'instrument le plus compliqué qui ait jamais été créé, en fait, c'est l'être humain. Voilà. Et donc ces petites chauves-souris-là, pour pouvoir les différencier, bah, on analyse leur son, et chaque son qu'elles émettent est propre à la chauve-souris en question, et c'est comme ça qu'on peut les dénombrer. Voilà. Et donc j'avais ma prof de chant qui m'avait rapporté qu'une fois, aux États-Unis, il y avait un meurtrier qui avait tué quelqu'un, donc, et on n'avait aucune autre preuve matérielle qu'un enregistrement de sa voix. Et grâce à l'enregistrement de sa voix, on a pu l'identifier et l'inculper, et donc le condamner en conséquence. Alors il n'y a pas que ça, parce que les sons vont aussi avoir des effets sur les plantes, évidemment, vous vous en doutez. Et il y a des études qui ont montré que certaines plantes, comme l'onagre bisannuel, vont réagir au son en modifiant la composition de leur nectar. Et ça va influencer la pollinisation. On a des séquences sonores aussi qui vont cibler des protéines spécifiques. Des chercheurs ont exploré l'utilisation de séquences de fréquences sonores conçues pour interagir avec des organismes vivants, notamment en ciblant des protéines spécifiques chez les plantes. Ainsi, on va influencer leur croissance, mais aussi leur réponse au stress. Vous voyez ? Alors, quels sont les effets des champs électromagnétiques ? Par exemple, une étude a révélé que des champs électromagnétiques à des fréquences radio spécifiques peuvent endommager les cellules de levure, Saccharomyces cerevisiae, réduisant leur viabilité.
Donc vous voyez, on a pléthore d'études qui illustrent la complexité et la diversité des interactions entre les fréquences sonores et les êtres vivants. Donc sachant que tout est vivant dans l'enseignement de Grigory Grabovoy, les pierres sont tout aussi vivantes, enfin tout est vivant, y compris les objets du quotidien que nous utilisons. Parce qu'ils sont une manifestation de la vie, tout simplement. Et ben ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Quand j'étais gosse, jusqu'à présent, je donne toujours une personnalité à ma cafetière, à mon ordinateur, à une voiture. Enfin, pour moi, c'est des êtres vivants, en fait. Ça n'a jamais été des objets. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi attachée à mes affaires et soigneuse, etc. Parce que j'ai toujours donné une personnalité à mes objets. Voilà. Donc, cette complexité, cette diversité d'interaction entre les fréquences sonores et les êtres vivants vient souligner aujourd'hui l'importance de considérer ces effets dans divers domaines, que ça soit l'écologie ou la santé humaine ou l'environnement, voilà. Et donc, pour anecdote, il y a une musique que j'aimais beaucoup dans la liste de Schindler. C'était Puro na Cabeza, je crois, c'était un morceau de... Non, attendez. Bref, en tout cas, il y avait une chanson qui était très à la mode pendant la guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. Et cette chanson-là avait provoqué des vagues de suicides, par exemple. Donc, vous voyez, tout ce qu'on dit sur les sons, tout ça, machin, c'est pas anodin. D'ailleurs, on a quelque chose où on a des gens qui partent des fois dans des extrêmes. J'entendais des imams parfois raconter des bêtises, mais ils mettaient dans la tête des enfants que la musique c'était interdit, etc. Tout ça. Et que... je vais pas citer ce qu'ils disaient, de toute façon ces gens-là se sont fait attraper et c'est très bien comme ça parce que voilà, il y a un juste milieu dans toute chose. Et là on l'a expliqué tout à l'heure avec le son, on peut détruire comme on peut préserver la vie. Comme on peut repousser, comme on peut apporter de la joie, de la tristesse, etc., etc. Mais il y a un verset du Coran à un moment donné qui explique que la musique est l'instrument du diable. Qu'il faut s'en méfier. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas du tout faire de musique. Vous voyez, les civilisations arabes, à leur point culminant, produisaient des musiques extrêmement savantes à une époque où on faisait à peine 2-3 trucs ailleurs. Donc vous voyez, c'est pas du tout ça la question. Mais le fait est que il y a des gens qui maîtrisent ces connaissances-là depuis longtemps et qui ont su les utiliser pour peut-être nuire, faire du mal à l'homme ou au vivant. Voilà. Et donc, quand l'Allemagne nazie a décidé de changer la fréquence du La pour le mettre à 440 Hz, je sais plus exactement, au lieu des 432 initiaux. Bon, aujourd'hui à Berlin, on est à 444, il me semble. Donc, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle rien? Voilà. L'orchestre philharmonique de Berlin, il règle le son là à 444 Hz. Et donc, ça permet de finalement harmoniser, parce que ce qui va découler de cette base-là, évidemment, c'est d'autres notes aussi qui vont être dans l'harmonie. Maintenant, à quoi ça sert tout ce qu'on est en train de se dire maintenant? Donc voilà, on en revient à ce qu'on expliquait. Avec Grigory Grabovoy, on a des milliers de séquences numériques. Et des milliers d'autres enseignements encore, puisque les séquences numériques, c'est à peine 5% de ce qu'il nous donne. Et Dieu merci. Merci Grigory Grabovoy, en tout cas, de nous transmettre tous ces enseignements. Le truc, c'est que là, avec les sons qu'on développe, on a des milliers de séquences numériques. Une séquence numérique, on va dire que ça équivaut à une phrase. En langage humain, par exemple. Voilà. Donc à l'intérieur d'une phrase, on a plusieurs mots. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur d'une séquence numérique, on va avoir plusieurs sons, notes de musique différentes. Et
extrêmement différentes, parce que là, on va pas se limiter aux 88 touches d'un piano. Non. Là, on va élargir un spectre immense de sons et de fréquences différentes, avec des combinaisons tout aussi nombreuses. Donc là, je peux pas compter l'exponentialité de ce que ça représente en termes de possibilités de sons qui peuvent exister, sans compter les arrangements, les temps, etc., tout ça. Et donc là, voilà, évidemment, on a énormément de choses à ce sujet. D'ailleurs, vous voyez, on a aussi une étude qui a été faite sur un morceau de Mozart en particulier, qui a priori arrêterait les crises d'épilepsie. Donc vous voyez le pouvoir du son. Je vous laisse cette dernière vidéo afin de vous faire une idée. Quelle tête pourrais-je t'offrir qui saurait apaiser cette rage? Si, Bon, et bien voilà, vous l'aurez compris, avec la musique, on peut faire du mal comme on peut faire du bien. Là, on a vu un piano. Donc sur un piano, on a 88 touches. Ça veut dire qu'on a 88 notes différentes. Mais imaginez que là, avec le système que je propose en m'inspirant des enseignements de Grégory Grabovoy, en combinant les rythmes, les fréquences, les combinaisons, imaginez un piano qui comporte des milliers et des milliers de touches et que chaque touche va venir aider à résoudre quelque chose. Voilà. Donc je vous laisse penser à tout ça et en attendant, je vous souhaite un très beau week-end et puis de très très bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être que d'ici là, je republierai quelque chose, mais ça dépendra... ça dépendra d'une personne, hein, voilà. Il y a un beau témoignage, enfin des beaux témoignages à venir, hein, qui vont pouvoir peut-être vous aider à mieux comprendre l'utilisation des enseignements et ce qui est possible de faire, parce qu'une fois qu'on sait que quelque chose est possible, bah évidemment, bah nous aussi on apprend à le faire. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt.